Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais vous parler des points essentiels, les éléments auxquels vous devez penser pour préparer votre premier voyage pour partir au Japon. Que ce soit le premier ou même tout autre voyage pour partir au Japon. Donc juste personnellement, je suis partie une première fois, c'était ma première fois en août 2016 pour un voyage de 1 mois au Japon. Et je prévois d'y retourner en mai 2018 pour un peu plus de 3 semaines. Et donc je vous donnerai dans ma prochaine vidéo un comparatif détaillé pour avoir une idée du budget vraiment détaillé et précis de combien peut vous revenir un voyage au Japon. Si à l'issue de cette vidéo vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai soit directement dans les commentaires, soit la prochaine fois dans ma vidéo. Juste pour être en règle sur le territoire japonais, puisque ce n'est pas en France et en Europe, vous devez avoir votre passeport. Donc votre passeport, c'est votre document d'identité à l'étranger. Donc la procédure est vraiment simple et rapide. Je vais vous laisser un lien vers l'ambassade de France. Vous aurez tous les détails de la démarche à effectuer. Moi, après, à titre personnel, c'était ma première demande en août 2016 et j'étais majeure, donc ça m'a coûté 86 €. Donc sachez juste que c'est un budget à prévoir si vous n'en avez pas. Si vous en avez, ben, très bien. Et sachez qu'il faut juste qu'il soit valide sur la période qui couvre votre voyage au Japon. Donc ensuite, si vous partez moins de 3 mois, donc 90 jours, vous n'avez pas besoin de faire de démarche particulière pour demander un visa. Par contre, au-delà de 3 mois, pour vous installer par exemple 1 an, vous devez demander un visa, que ce soit un visa étudiant, de travail ou un visa vacances-travail. Donc cette question-là, cette demande de visa vacances-travail, j'en parlerai dans une autre vidéo puisque j'envisage moi-même de partir 1 an au Japon vers le mois de septembre. Donc au moins je vous donnerai toutes les informations vraiment précises pour faire votre visa vacances-travail. Et puis comme ça, si vous avez des questions jusque-là, n'hésitez pas à me les laisser aussi. Donc maintenant, pour l'organisation de votre séjour. Donc le premier élément vraiment très important à prendre en compte, c'est quand vous souhaitez aller au Japon. Donc à quelle période vous voulez y aller, parce que les prix changent vraiment en fonction de la période à laquelle vous allez au Japon. Sachez aussi que l'été, il fait vraiment très chaud au Japon. Alors c'est un petit peu dommage que ce soit le moment où tout le monde est en vacances. Bon, c'est dommage entre guillemets bien sûr, mais sachez qu'il fait vraiment très chaud, on transpire vraiment très vite, l'air est très humide et la température ne descend pas vraiment sous les 25 degrés même la nuit. Donc il fait vraiment très chaud au Japon l'été, donc soyez juste préparés à ça. Donc que ce soit pour une raison pratique, parce que vous avez vos congés ou vos vacances en ce moment-là de l'année, ou pour voir une saison particulière au Japon, le printemps par exemple, surtout pensez bien à la période à laquelle vous allez y aller. Donc une fois que vous avez défini cette période-là, commencez à regarder vos billets d'avion. Moi c'est la première chose que je fais, je regarde les billets d'avion avant tout. Donc pour ça j'utilise le site Skyscanner qui permet d'avoir une idée. En fait ça vous fait un comparatif de tous les vols de toutes les compagnies pendant la période que vous envisagez de partir. Donc au moins vous avez vraiment une idée du prix le plus bas et du prix le plus élevé selon les compagnies qui vous intéresseraient bien évidemment. Et une fois que vous avez vraiment envisagé, que vous avez trouvé un billet qui vous correspond parce que son prix n'est pas trop cher, parce que vous n'avez pas 30 heures de voyage, parce que faites bien attention à ça surtout. Souvent vous avez des correspondances qui sont vraiment très longues, vous pouvez passer 20 heures à attendre à l'aéroport ou... Enfin j'exagère peut-être avec 20 heures quoique. Vous pouvez vraiment avoir des correspondances qui sont très longues et donc faites bien attention à ça. Après si vous êtes prêt à attendre à l'aéroport pendant tout ce temps là pour avoir un billet peu cher, alors foncez. Mais vérifiez bien les temps de correspondance et à quel aéroport vous arrivez. Et surtout si vous n'avez pas des changements d'aéroport entre vos correspondances, parce que là c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Après les billets d'avion, une fois que vous avez acheté vos billets d'avion, que vous avez bien défini la période de votre séjour, vous pouvez commencer à regarder les logements. Bien évidemment, avant de regarder les logements, vous devez savoir dans quelle ville et quelle région vous voulez visiter au Japon. Et, souvent on arrive à Tokyo et le parcours qui est le plus fait c'est Tokyo et la région du Kansai. Donc moi c'est le voyage que j'avais fait en août, c'est le voyage que je vais refaire en mai parce que j'ai vraiment aimé ce type de parcours là. Je sais que d'autres régions du Japon sont vraiment très belles et j'aimerais moi-même visiter d'autres régions.
Mais là, puisque je repars avec une amie et qu'elle n'a jamais vu le Japon, je pense que c'est le premier voyage qui permet de voir un petit peu tous les lieux touristiques et à voir au Japon. Bien sûr, c'est à vous de voir les endroits que vous souhaitez visiter, mais une fois que vous avez défini les villes qui vous intéressaient, regardez, donc ça c'est la troisième partie, regardez bien les visites que vous voudriez faire. Une fois que vous avez défini les villes qui vous intéressent, vous allez forcément faire des visites dans ces endroits-là. Donc s'il y a des lieux touristiques qui vous intéressent particulièrement, moi je vous recommande de regarder sur internet les horaires d'ouverture, de fermeture du lieu et le tarif. Parce que certaines fois, vous pouvez, par exemple pour les visites, là je pense à Osaka par exemple, au château d'Osaka, vous pouvez vous balader dans le jardin, librement, sans payer. Par contre, pour accéder au château et vraiment visiter l'intérieur, il vous faut payer. Et c'est souvent comme ça au Japon, vous pouvez rentrer dans les lieux touristiques, les châteaux, les jardins gratuitement. Par contre, pour accéder à une visite un peu plus axée sur l'histoire et toutes ces choses-là, vous devrez payer. Donc ça coûte pas vraiment cher, il faut savoir que c'est juste un petit budget à allouer à vos visites, mais bon je trouve ça normal après. Voilà. Donc une fois que vous avez regardé les horaires, les prix de la visite et la localisation, vous pouvez commencer à préparer un petit peu une journée type, ce que vous pourrez faire ou combien de temps ça vous prendra dans telle région, dans telle ville pour visiter les choses qui vous intéressent. Une fois que vous avez l'idée un petit peu du temps que vous avez passé dans chaque ville, regardez les logements. Donc il faut savoir que vous avez vraiment de multiples choix pour vous loger au Japon, que ce soit guest house, hôtel ou Airbnb. À titre personnel, j'utilise Airbnb parce que je trouve ça très pratique et je me souviens que le service était vraiment top au Japon. C'était vraiment génial, j'avais des hôtes très sympas, on était même allé voir les feux d'artifice ensemble, on avait bu et mangé ensemble, j'avais passé de super moments. Alors après aussi pour mon premier voyage j'étais partie seule, même si après des amis m'avaient rejoint et qu'on avait fait nos voyages un petit peu ensemble, mais j'étais toute seule dans mon logement, dans mon appartement, et donc pour ça sachez que Airbnb c'est vraiment bien, c'est sécurisé, vous avez votre indépendance, je pouvais cuisiner comme je voulais. Enfin vraiment j'étais très tranquille et aussi un point très important avec Airbnb qui n'est pas forcément avec les autres types de logements, c'est que vous avez internet. C'est-à-dire qu'on vous donne souvent une pocket wifi. Donc la pocket wifi ça vous permet d'avoir internet partout où vous vous déplacez. Donc c'est super pratique pour garder contact avec les gens qui sont en France, nos proches qui sont loin et pour appeler avec les messageries instantanées, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment top, juste pour au moins internet. Après je sais qu'il y a la réglementation japonaise qui a changé en 2018. Donc moi j'ai encore réservé avec Airbnb en mai 2018, donc je verrai si des mauvaises surprises m'attendent, mais je recommande après même au niveau de l'Europe, dans les voyages que j'ai pu faire, c'était vraiment super pratique et c'est un bon moyen de se loger à faible coût. Pardon. Je vous mettrai les liens de tous les sites dont je vous parle dans la description, donc n'hésitez pas à regarder. Et Airbnb, je peux vous faire bénéficier d'une réduction pour votre premier voyage si vous n'êtes pas encore inscrit, et à condition que vous inscriviez avec le lien que je vous donne. Et en contrepartie, je bénéficie aussi d'un crédit. Donc après c'est comme vous voulez, je vous force absolument pas. Et c'est juste mon expérience personnelle, j'ai été très ravie avec Airbnb. Donc je le recommande pour ces raisons-là, parce que je l'ai testé moi-même avant. Quatrième élément super important à ne pas négliger lorsque vous partez au Japon, ce sont les transports. Sachez que les transports ça vous coûtera vraiment très cher au Japon. Après le service est de très bonne qualité, c'est propre, c'est très ponctuel et vous pouvez vous renseigner assez facilement auprès des personnes qui travaillent à la gare. Mais sachez que vraiment c'est un budget à ne pas sous-estimer, ça coûte cher. Donc pour les étrangers, on peut bénéficier de passes particuliers. Là je pense surtout au JR Pass qui est très connu des personnes qui sont étrangères et qui vont en voyage au Japon. Donc là je vais vous donner juste les prix à titre d'exemple. Donc le JR Pass pour une semaine c'est 220 €, pour 2 semaines c'est 350 € et pour 3 semaines c'est 445 €. Donc avec ce pass là vous avez le train illimité avec les compagnies JR. Vous avez quelques petites exceptions je crois pour les ferries ou je sais plus exactement. Mais voilà, vous avez le pass illimité vous avez le train illimité sur
ces temps-là, donc une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, et sur la compagnie JR. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à planifier vos trajets, c'est une solution. Moi personnellement, je ne l'ai pas acheté en août et je ne l'ai pas acheté en mai, et je pense que je ne l'achèterai pas parce que je trouve ça un peu cher. Sachant que j'ai pu me déplacer au Japon pour vraiment beaucoup moins cher, et j'étais partie un mois en août et j'avais même pas dépensé les 445 € de 3 semaines. Et pareil, là je pars en mai et mon budget pour les déplacements est de 250 €. Donc voilà, c'est juste avoir un petit peu du jote et puis vouloir se débrouiller un petit peu. Je pense qu'on peut faire des économies sur ces transports-là en ne prenant pas le JR Pass. Mais après ça, c'est juste mon expérience personnelle. Pour planifier tous vos trajets, vous avez un site japonais qui s'appelle Hyperdia. Il est en anglais, chinois et japonais, et donc il vous suffit de rentrer votre gare de départ et votre gare d'arrivée et ça vous fait tous vos trajets en vous donnant le prix. Donc c'est très à jour, c'est pas ergonomique, par contre le site n'est pas ergonomique, mais il est vraiment très bien. Donc je vous recommande ce site là si vous voulez un petit peu avoir une idée des prix pour vos transports. Après en août, j'avais utilisé un pass qui est valable pour les japonais aussi, qui n'est valide que l'été par contre, qui coûte environ 120 €. Et donc ça s'appelle le Seishun Joachikepu. Désolée pour ma prononciation en japonais. Donc ce pass là vous donne la possibilité d'avoir 5 jours de train illimité sur les trains locaux. Par contre vraiment faites attention à ça, parce que moi je me souviens que j'avais juste une fois, j'avais pas fait attention. D'habitude j'avais tous mes trajets prévus avec Hyperdia, donc comme ça au moins je les prenais en photo et je me trompais pas quand j'avais pas internet. Mais là j'avais pris Google Maps. Et Google Maps m'a fait prendre un express qui n'était pas compris dans le pass. D'ailleurs je vais vous le montrer là. Donc c'est un petit pass comme ça. C'est des petits tickets, mais bon ils tamponnent que le premier ticket, pardon. Et donc chaque jour vous pouvez choisir, c'est pas forcément des jours consécutifs. Vous choisissez vos jours, vous les montrez à la personne qui travaille dans la première gare pour dire que vous voulez vous en servir, et vous le tamponnent et puis c'est bon pour toute la journée. Et donc oui, juste pour revenir sur l'histoire, j'avais pris un express et il y a eu un contrôleur. Et donc j'ai montré mon pass parce que je m'étais rendu compte au bout d'un certain moment que le train allait très vite, qu'il faisait pas beaucoup d'arrêts. Mais bon, je n'osais pas descendre parce que j'avais peur de me perdre encore et de changer de ligne. Et donc le contrôleur m'a très gentiment expliqué que c'était pas le bon train, que je m'étais trompée. Donc j'ai payé les frais qui n'étaient pas couverts par ce pass là, mais enfin c'était vraiment une histoire un petit peu drôle. J'étais juste surtout paniquée, un petit peu mal à l'aise d'avoir fait cette erreur là, mais les personnes étaient vraiment très gentilles. Les Japonais de toute façon sont en général très respectueux et enfin, tout s'est très bien passé, j'en garde de très bons souvenirs. Si vous ne voulez pas prendre le Shinkansen ni prendre 36 trains comme j'ai pu le faire en août, parce que j'avais passé vraiment pour faire Tokyo-Osaka, j'avais pris vraiment beaucoup de trains et j'avais passé plus de 10 heures dans les trains, voire même 12 il me semble, juste à faire mon trajet Tokyo-Osaka. Sachez que vous avez les avions aussi, les vols domestiques, et vous avez une compagnie qui s'appelle Vanilla Air, qui vous permet d'avoir des vols au Japon pour vraiment pas cher. Vous pouvez avoir des allers-retours dès 60 €. C'est notamment la compagnie que je vais utiliser en mai pour faire Tokyo-Osaka. Donc tout ça, je vous parlerai vraiment des tarifs plus en détail dans ma prochaine vidéo. Là c'est juste une vidéo pour vous expliquer les points importants à prendre en compte pour avoir un petit peu une trame pour effectuer votre planning de voyage. Aussi, si vous ne prenez pas de JR Pass, vous pourrez prendre, enfin je pense même qu'avec le JR Pass il faut le prendre, je sais pas du tout puisque je ne l'ai jamais pris, mais vous avez des cartes de transport. Donc là j'en ai deux avec moi. Donc vous avez la Suica et la Pasmo qui sont très répandues dans Tokyo. Donc ce sont deux compagnies, JR et Pasmo, il me semble qu'elle s'appelle Pasmo. Et donc ces cartes là en fait vous les achetez à la gare. Donc vous allez au petit guichet et vous mettez, donc la carte coûte 500 yens, mais une fois que vous rendez la carte vous pouvez récupérer vos 500 yens. La carte il me semble qu'elle est valable pendant au moins 5 ans, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas rendue, parce que je me suis dit que ça me servirait toujours pour mes prochains voyages.
et vous rechargez ensuite, vous mettez tant d'argent à chaque fois, il vous suffit de la passer sur le petit scan lorsque vous passez les portes et ça vous déduit l'argent en fonction de votre voyage. Donc c'est super pratique, mais bon, il n'y a pas d'abonnement, donc c'est vraiment un système de chargement de cartes à chaque fois pour faire vos trajets. Dans d'autres régions, vous avez d'autres cartes aussi. Je me souviens qu'à Osaka, il y avait la carte Ikoka, mais cette carte-là, je ne suis pas sûre qu'elle soit valable à Tokyo ou dans d'autres régions, tandis que Suica et Pasmo, il me semble qu'elles sont valables vraiment sur tout le territoire japonais. Après, il faudrait vérifier, mais personnellement, je n'ai utilisé que ces deux cartes et j'ai pu faire tous mes voyages, donc je pense que ça doit être bon. Donc ensuite, pour l'alimentation, donc ça c'est le 5e point. Sachez qu'au Japon, on peut manger vraiment pour pas cher à condition de bien vouloir manger local. Donc les restaurants, vous pouvez vraiment manger très bien pour 1000 yens, c'est-à-dire ça vous fait à peu près 10 €. Vous pouvez manger vraiment très bien et même après vous avez les combini, vous avez plein d'endroits où la nourriture est très bonne et vous pouvez payer vraiment pas cher. Si vous cuisinez un peu, vous payez encore moins cher que d'aller au restaurant tout le temps. Après ça c'est votre choix. C'est un voyage aussi pour profiter, pour découvrir la gastronomie, donc faites-vous plaisir aussi, mais sachez que l'alimentation ne coûte pas très cher, à condition de ne pas vouloir manger de fruits. Les fruits au Japon coûtent vraiment très cher, j'avais pris des photos que je vais vous montrer dans la vidéo. Ça coûte vraiment très cher, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ce sont des fruits importés, mais en tout cas 20 € la grappe de raisin ça fait vraiment mal. Donc sachez que si vous partez au Japon, pendant votre voyage vous risquez de ne pas manger de fruits. Donc 6e élément, ce sont les souvenirs. Donc vous verrez que quand vous partirez au Japon, surtout si c'est votre rêve depuis longtemps, vous aurez envie d'acheter à peu près tout le Japon. Vous aurez envie d'acheter beaucoup de souvenirs, d'en ramener beaucoup pour faire partager à vos proches et aux gens qui n'ont pas pu venir avec vous. Mais faites attention parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Si vous achetez notamment je pense à Akihabara ou même à Tokyo, il y a des souvenirs qui peuvent être beaucoup plus chers que si vous allez à Osaka, les mêmes seront beaucoup moins chers. Là je pense à mes amis qui achetaient beaucoup de figurines et des cartes, toutes ces choses là. Alors si ça vous intéresse plus particulièrement, je pourrais peut-être demander à mes amis justement s'ils se souviennent des endroits où ils ont pu faire des affaires et toutes ces choses là. Donc dites-le moi si ça vous intéresse et je vous donnerai des adresses du coup, je leur demanderai. Et ouais, ils avaient eu des petites surprises comme ça en voyant que les prix étaient beaucoup moins chers ailleurs que dans Tokyo Centre. Donc voilà, c'est juste à savoir. Après vous avez beaucoup d'endroits à Tokyo où vous pouvez acheter de bons souvenirs. À Asakusa c'est vraiment très touristique avec le temple Sensoji si je ne me trompe pas. Donc il y a vraiment plein d'étals, des petites boutiques où vous avez toutes sortes de souvenirs et là vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur les souvenirs pour amener un petit peu plus typique. Après vous avez lors de vos visites, si vous allez dans les temples, vous avez souvent des petits porte-bonheur ou enfin vraiment vous avez tout type de souvenirs. Vous avez aussi Daiso, on n'y pense pas forcément mais c'est une enseigne en fait, une boutique à 100 yens shop. Donc tout est à 100 yens, enfin presque tout, il y a certains articles qui sont à 200 ou 300 yens. Mais là vous pouvez vraiment trouver des choses typiques, vraiment très japonaises. Moi par exemple j'avais ramené, ce sont des ustensiles pour se masser le visage là comme ça, que j'ai ramené. Enfin, il y a vraiment des choses typiques du Japon que vous pouvez ramener pour vraiment pas cher. Après vous avez des boutiques vraiment de souvenirs spécialisées. À Tokyo je me souviens que j'étais allée à l'Oriental Bazaar, il me semble que ça s'appelle. J'avais ramené pas mal de souvenirs, les prix sont abordables et elle est vraiment bien cette boutique, j'ai beaucoup aimé. Aussi dans les combini, enfin de toute façon quand vous partez au Japon, presque tout est différent de la France. Donc tout est un peu sujet à souvenirs, à ramener à vos proches, que ce soit nourriture, objets, vraiment... Là je pense aussi au Pokémon Center. On était allé au Pokémon Center parce qu'ils voulaient ramener, acheter des souvenirs, mes amis, tout ça. Et moi-même je devais ramener un souvenir pour un ami de mon petit frère. Et au final... ça coûte vraiment très cher. Après je sais pas si c'est parce que à la période où j'y étais allée, il y avait Pokémon Go qui était devenu l'effet, le phénomène planétaire en même temps. Mais du coup ouais, ça coûtait un petit peu cher d'aller au Pokémon Center.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle a répondu à quelques-unes de vos questions et que vous avez obtenu les informations que vous cherchiez. Après, sachez donc que je garde la prochaine vidéo vraiment pour parler en détail du budget et vraiment la planification vraiment détaillée de mon voyage, de mes voyages, mes trajets, mes parcours, tout ça je vous les donnerai dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre j'aime sur la vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et mon installation au Japon pour le mois d'août ou de septembre pour 1 an. Donc voilà, j'espère vous voir très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.